Bonsoir, les dockers sont grognons, les routiers provoquent toujours des bouchons et dans les deux usines Renault de Cléon et du Mans, c'est encore la confusion. C'est le feuilleton de la déprime, la phrase n'est pas de moi, elle est de Jacques Higelin, notre invité ce soir, bonsoir. Bonsoir. Le feuilleton de la déprime, c'est extrait d'une chanson de votre nouvel album. Oui, qui dit d'abord, c'est le réveil radio, les flashs, les pubs et les infos, tous les quarts d'heure, les commentaires, la météo, l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt, debout les pros. Les autres chansons parlent d'amour, on en parlera tout à l'heure, on vous retrouvera avec plaisir. Mais avant d'aborder ce long chapitre social, attardons-nous un instant sur la mort de Robert Maxwell. Elle a donné lieu ce matin à de nombreuses hypothèses, dignes d'Agatha Christie. Mais la réalité serait à la fois simple et tragique. Le patron de presse britannique serait tombé en mer à la suite d'un malaise cardiaque. Jean-Marc Pitt. Robert Maxwell n'est pas mort par noyade. Il serait décédé d'une crise cardiaque avant de tomber à l'eau. Telles sont les premières conclusions du médecin légiste de Santa Cruz de Tenerife. Par ailleurs, la marque relevée sur son front peut être due à sa chute depuis le pont ou à un choc pendant le repêchage du corps. Pourtant, des imprécisions persistent. Hier, le quotidien Canarias et la protection civile parlaient de 50 personnes à bord du yacht. Aujourd'hui, la capitainerie de Santa Cruz de Tenerife ne fait mention que de 12 hommes d'équipage et d'un passager, Robert Maxwell. Le corps du mania de la presse a été repêché hier vers 16 h. Sa femme s'est immédiatement rendue sur place pour l'identifier. Les récentes révélations d'un journaliste américain prêtant à Maxwell des activités d'espionnage au profit d'Israël ont entouré cette mort d'une aura de mystère. Pour l'instant, tout semble pourtant indiquer qu'il s'agit d'un accident. Et si sa mort apparaît mystérieuse, c'est parce que sa vie l'était en partie. Elle ressemblait à un roman. Yann et Kevin Maxwell auront sûrement du mal à succéder à leur père. Son empire de presse était en effet bâti en grande partie sur sa personnalité. Une personnalité hors du commun qui a permis à ce fils de paysan tchèque de devenir un patron connu dans le monde entier. Clément Veil-Rénal. Patron de presse, self-made man, homme politique anticonformiste aux amitiés internationales, Robert Maxwell était de son vivant déjà entré dans la légende. Né dans un village misérable de Tchécoslovaquie, ce petit garçon juif qui s'appelait avant-guerre Jan Ludwig Orr fut le seul rescapé d'une famille déportée par les nazis. Évadé, engagé dans l'armée britannique, il est décoré pour ses qualités hors du commun sur le front. Après la guerre, c'est l'ascension fulgurante, député travailliste, puis homme d'affaires. Maxwell réalise l'affaire de sa vie en rachetant en 1984 le groupe Mirror pour 1 milliard de francs. Son ambition devient ensuite mondiale. Il rachète dans les années 90 journaux, télévisions, clubs de football aux États-Unis, en Israël et en Europe, où il débauche même certains hommes politiques pour diriger ces journaux. C'était pour moi un ami plus qu'un partenaire ou un patron et nous partagions beaucoup d'idéaux. C'était un homme d'idéal. Il y avait un premier idéal qui était Israël. Je l'ai connu dans mes activités Chambre de commerce France-Israël. Un deuxième idéal, c'était l'Europe des 12. Pour un Anglais européen, c'était pas si courant. Un troisième idéal, c'était la Grande Europe, c'est-à-dire le rassemblement des pays de l'Europe de l'Est. Mais ces derniers temps, les affaires de Maxwell allaient moins bien. Les milieux économiques parlent de plus de 20 milliards de francs de dette. Que va peser l'empire de Captain Bob après sa disparition? Le milliardaire avait coutume de dire sur le ton de la plaisanterie qu'il ne laisserait pas un penny à sa femme et à ses enfants. Mais Maxwell, c'était aussi une figure internationale, un homme de contact entre l'Est et l'Ouest au temps de la guerre froide. Il était le familier et l'ami de plusieurs chefs d'État. Aujourd'hui, des hommes comme Yitzhak Shamir ou Mikhail Gorbatchev ont tenu à saluer sa mémoire. Selon sa volonté, Robert Maxwell sera inhumé à Jérusalem. Les dockers ont donné de la voix tôt ce matin tout près de l'Opéra Bastille et l'écho a dû parvenir jusqu'au secrétariat d'État à la mer, un écho plutôt martial. Nous ne sommes pas des agneaux, clamait-il, nous rendrons coup pour coup. Pourquoi cette colère? Tout simplement parce que les dockers tiennent à leur statut, ils ne veulent pas d'une réforme. Et dans les rangs de la manifestation, les dockers du Havre, ils cessent rarement le travail. Le port du Havre est en effet moderne et performant. S'ils ont décidé de se joindre au mouvement aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que leur avenir est en jeu et que leur métier est en danger. Reportage au Havre de Marie-Hélène Tichou et Victor Ariche. La manutention sac par sac se voit de moins en moins sur les ports de France. Elle existe encore pour le café. Le conditionnement par caisse aussi disparaît. Ici, le contremaître supervise le chargement, le but mettre en cale le maximum de caisses. À terre, des dockers les arriment, un autre note leur référence. D'ici 2-3 ans, ce chargement de pièces détachées de voitures pour l'Iran se fera par conteneur. Au Havre, 80% du trafic se fait par conteneur. À terre, pour la manutention, il y a le chauffeur et celui qui guide la manœuvre.
En quelques secondes, le conteneur est descendu en cale. Le docker intervient de moins en moins, de plus en plus il gère, il organise. La profession des dockers a énormément changé. Aujourd'hui, on a des gens qui sont particulièrement... qui ont été à l'école jusqu'à 18, 19, 20 ans, qui travaillent avec nous. Beaucoup de nos jeunes parlent couramment l'anglais. Aujourd'hui, ils ont été à l'école. Ils ont profité de ce qui a pu se passer depuis l'évolution, après la guerre. Nous, on est un petit peu moins doués qu'eux, peut-être. Bon, vu que moi, j'ai démarré en bas, puis qu'aujourd'hui, j'ai un certain âge, ça se comprend. Mais nos jeunes, aujourd'hui, sont prêts à travailler et sont prêts à faire de l'informatique sur le port si on leur en donne les moyens. Sur les 2400 dockers du Havre, 800 travaillent en permanence à des tâches d'encadrement et de gestion. Pour les entreprises de main-d'œuvre, c'est sur les quais qu'il y a trop de monde, mais pour les dockers, la modernisation doit se négocier. La modernisation enlève l'emploi forcément, mais bon, à nous de savoir s'adapter. Et il y a des travaux qu'on nous enlève aujourd'hui, et tu devrais nous revenir, même avec la modernisation, sans problème. Les dockers voudraient bien récupérer le travail de conditionnement des conteneurs, mais les entreprises préfèrent employer des manutentionnaires non dockers qui leur coûtent moins cher en charge sociale. Pour l'instant, le dialogue entre ces chefs d'entreprise et les dockers est au point mort. Les routiers ont voulu être sympas près de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Ils ont levé un barrage qu'ils avaient installé à un passage à niveau. Le trafic ferroviaire entre Lyon et Chambéry a été ainsi rétabli. Près de Chambéry toujours, les forces de l'ordre et les routiers se sont fait face pendant quelques heures. Les CRS ne sont pas intervenus. Les transporteurs ont en effet levé leur barrage. Même scénario à Châtellerault. Reportage sur place de Franck Homer et Yvon Perrier. Après l'autoroute et la nationale 10, les Châtelleraudais ont pu constater ce matin à la première heure que même les axes secondaires étaient bloqués par les routiers. Une situation qui va durer peu de temps. L'arrivée d'une compagnie de CRS de Limoges au petit jour et les discussions entre le sous-préfet de Châtellerault et les représentants de la coordination des transporteurs routiers vont permettre de lever certains barrages, les moins importants. En fin de matinée, tous les camions vont se regrouper au nord de Châtellerault. Ici, des chauffeurs commencent alors à compter les jours et les dégâts. Dans quel état est votre chargement? La viande est toute poisseuse, toute humide, donc elle est impossible à livrer dans les magasins. Les informations ont du mal à circuler, la confusion est totale. Certains routiers prisonniers des barrages vont alors réussir à s'extirper en milieu d'après-midi grâce à l'ouverture des glissières de sécurité. Vous partez, vous faites quoi vous là? On est obligé de suivre le mouvement, tout le monde part, que voulez-vous qu'on fasse? C'est un échec? Pour eux, oui. Pour nous, non. Nous, on est encore baisés, on est dans de la farce, c'est tout. C'est un échec pour les organisateurs? Ah oui, à 100%. Et alors que des dizaines de poids lourds reprennent la route, la coordination sort de sa réserve et annonce la possibilité de voir débuter les négociations. Monsieur Tardy vient de me dire à l'instant qu'il est parti rencontrer Monsieur Quiles avec un représentant des chauffeurs routiers pour évoquer les problèmes qu'il y a dans la profession. Interrogé sur la venue de Gérard Tardy, membre de la coordination nationale des transporteurs routiers à Paris, le porte-parole du cabinet de Paul Quiles a indiqué qu'il n'avait pas été informé. Même en élevant la voix, les routiers ont eu bien du mal à se faire entendre. Martine Aubry souhaite que Renault soit exemplaire en matière sociale. Le ministre du Travail est optimiste parce que pour l'instant ça bloque. Dans les deux usines de Cléon et du Mans, la situation est un peu similaire. Des négociations ont eu lieu dans les deux cas entre syndicats et direction, mais une bonne partie du personnel est toujours en grève. Le point de la situation avec Agnès Molinier. Interruption des négociations sur un point de désaccord, le montant de la prime. Pendant que les CRS surveillaient aujourd'hui l'embauche des non-grévistes à l'usine Renault de Cléon, syndicats et direction négociaient. Ce soir, ils doivent se retrouver vers 22 h pour certainement signer le préambule d'un protocole d'accord. Mais pour l'instant, ils s'opposent encore sur le montant de la prime salariale, la somme proposée est, selon les grévistes, insuffisante. Pour l'instant, on a avancé sur les sanctions, mais au niveau des chiffres, ça bloque toujours. On a parlé de 175 francs et de 400 francs pour les primes. Est-ce que ces chiffres vous satisfont? Non, on en est là aujourd'hui, mais il est évident que ça ne satisfait pas. Une troisième nuit de présence des forces de l'ordre commence à Renault-Cléon, alors qu'à l'usine du Mans, en grève depuis 2 jours, l'ambiance reste très confuse ce soir. Pour les syndicats, chaque non-gréviste peut accéder à son poste de travail. La direction affirme, elle, que leur sécurité n'est pas assurée. Les deux parties se sont quand même rencontrées aujourd'hui et demain, elles pourraient négocier le montant d'une prime. Par exemple, et vous le savez que ça a été évoqué dans le cas de l'usine de Cléon, qui est également en phase de négociation, on peut parler de l'intéressement aux performances locales de l'établissement. Mais j'espère vivement que nous pourrons négocier, et pour cela, pour pouvoir le faire, il nous faut retrouver des conditions normales
de travail dans l'usine. Le ministre du Travail l'a dit aujourd'hui, elle veut que Renault soit exemplaire en matière sociale. Pour l'instant, 2 de ses usines sont toujours bloquées par la grève. Les femmes ont tous les droits, même celui de travailler la nuit. La loi française les en empêchait jusqu'à présent pour mieux les protéger. Mais elle risque de devenir caduque. Au tribunal d'Ilkirch, la loi européenne en effet primée aujourd'hui. Un patron qui employait 77 femmes en travail de nuit a été relaxé. Mais les syndicats ne veulent pas abdiquer, ils font appel. Reportage de la 3 à Strasbourg, Gilles Chavanel et Joël Turlin. L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes au travail a été affirmée dès 1976 par les communautés européennes. Et la décision d'aujourd'hui consacre cette directive qui devrait permettre aux entreprises de faire travailler les femmes la nuit. Chaque entrepreneur, chaque entreprise pourrait se targuer d'une telle décision pour estimer que l'interdiction de travail des nuits des femmes est complètement abolie et qu'on peut faire ce qu'on veut. Il faut rappeler que l'introduction du travail de nuit des femmes chez Suma en 1988 avait été motivée par les difficultés économiques liées à la concurrence asiatique. Mais il ne s'agissait là que d'un volet du plan social destiné à assurer la pérennité de l'entreprise. Chantage, code du travail bafoué, recul social avaient accusé la CGT et la CFTC à l'origine de cette action en justice. Quant aux femmes concernées, environ 80, elles ne voyaient pas les choses de la même façon. Moi, j'estime qu'une femme a le droit de choisir ses horaires de travail au même titre qu'un homme. Si une femme est volontaire pour travailler la nuit, je ne vois pas pourquoi on lui défendrait. Quant au problème économique, de l'aveu même du patron de Suma, il demeure. La concurrence asiatique est toujours aussi féroce et pour la combattre, il faudra continuer de s'adapter. Fin du procès des auteurs des attentats racistes à Nice. Le poseur de bombes est puni, mais l'idéologue est acquitté. Gilles Hervochon est en effet sorti libre ce soir et Nicolas Gouge est condamné à 18 ans. Les 3 autres accusés sont aussi condamnés, mais à des peines beaucoup plus légères. Compte rendu d'audience, Albert Ripamonti. Contre les poseurs de bombes de la Sonacotra, les partis civils avaient demandé des sanctions d'une exemplarité extrême. Leur emboîtant le pas, l'avocat général Faré a stigmatisé ensuite ces crimes dictés par la haine raciale avant de requérir de lourdes peines contre ce qu'il a qualifié un commando terroriste ayant la volonté de tuer. Après un délibéré de 2h30 ce soir, la cour d'assises spéciale de Nice, composée uniquement de magistrats professionnels, n'a pas fait la même analyse. Gilbert Hervochon, contre lequel l'accusation avait réclamé 15 ans de réclusion criminelle, est tout bonnement acquitté. Pour les juges, Hervochon est un retraité loufoque, pas un terroriste. Hervochon est donc acquitté. Nicolas Gouge, lui, c'est l'homme d'action, l'artificier du groupe. L'avocat général avait requis contre lui la perpétuité. Il écope de 18 ans en bénéficiant des circonstances atténuantes. Les complices purgeront, eux, des peines variant de 8 à 14 ans. Verdict relativement clément pour des faits qui s'étaient soldés par 1 mort et 19 blessés en 1988. 1 mort et 19 blessés, des immigrés. Le gouvernement tire les enseignements de la grave bavure médicale sur la contamination des hémophiles. La réforme qu'il préconise pour la transfusion sanguine tient de l'opération chirurgicale. Elle sera radicale. Objectif, une plus grande sécurité et un meilleur contrôle. Et cela passe par une réforme de structure. Le CNTS va perdre de son importance, on s'y attendait, et les responsabilités seront surtout plus clairement définies. Les grandes lignes de ce projet avec Alain Chabot. La future réforme réaffirme tout d'abord un certain nombre de principes, notamment la gratuité du don du sang. Le projet fixe par ailleurs des priorités. Ainsi, la sécurité, fortement mise en cause depuis la contamination des hémophiles et des transfusés, elle sera renforcée. Ce que nous voulons, c'est en effet garantir la plus haute sécurité transfusionnelle de manière interne et externe à l'organisation transfusionnelle, de telle sorte que nous soyons sûrs, à chaque instant, que tous les tests, toutes les connaissances scientifiques soient bien utilisées pour garantir cette sécurité. Autre priorité, les structures. Ainsi, le CNTS, qui fait figure d'accusé dans le scandale du sang, va devenir un simple centre régional de transfusion sanguine. Il perdra ses prérogatives comme le monopole de l'importation des produits sanguins. Cette fonction sera confiée à l'Institut national de la transfusion sanguine, dont les compétences seront élargies. Reste le problème des responsabilités. On a vu les politiques et les spécialistes se renvoyer la balle dans l'affaire des contaminations. L'appareil décisionnaire sera donc réorganisé. Il faut clarifier les responsabilités et en particulier permettre au ministère de la Santé d'exercer sa tutelle
tant sur la sécurité transfusionnelle elle-même que sur les choix financiers et les investissements importants de l'organisation de notre système de transfusion sanguine. Dernier volet, l'industrie du sang et de ses dérivés sera restructurée, notamment pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Cette réforme sera précisée dans les semaines à venir. L'université se décentralise, le nombre d'étudiants est si nombreux qu'elle se déplace, si j'ose dire, dans les villes moyennes. Des villes moyennes qui n'avaient aucune filière universitaire doivent maintenant s'adapter. C'est le cas à Niort où l'installation de la nouvelle faculté se fait pour le moment dans des locaux un peu surprenants, mais la mutation est engagée. Reportage sur place d'Anne Gouraud et Hervé Gutmann. Niort, 60 000 habitants, sa caserne du XVIIIe siècle, 600 étudiants. Une caserne certes retapée depuis qu'elle a été reconvertie en centre universitaire, mais une caserne tout de même. Faute d'infrastructures et d'argent, Niort a dû s'adapter à son nouveau statut de ville étudiante avec les moyens du bord. Pas question de campus ni de resto-U, mais les étudiants sont devenus les clients les plus assidus des restaurants grâce à leur chèque déjeuner, financé en partie par la ville. Une ville à dimension humaine qui semble avoir conquis facilement sa nouvelle population. Il y a de bonnes structures, l'encadrement est très bien, donc je crois que je resterai de toute façon à Niort. Ça me suffit parce qu'on a une ambiance beaucoup plus familiale, enfin je dirais entre guillemets. Entre étudiants on se connaît beaucoup mieux par rapport à Poitiers où j'étais l'année dernière. Je viens de Bressuire. Et pourquoi avoir choisi de venir ici? Parce que l'année dernière, j'étais donc en sciences éco à Poitiers, et puis on m'a appris ce qu'était l'ISEP, la section gestion des PME, et puis tout correspondait avec mes ambitions. Le conseil académique est... Gestion des risques, gestion des PME, technique de l'assurance, ici les filières sont particulièrement adaptées aux débouchés locaux. Un atout capital dans le jeu de cette ville moyenne incapable de lutter sur le terrain des grosses universités. Attirés par ces options uniques en France, un tiers des étudiants inscrits ne sont pas de la région. Les petites villes répondent avec leurs possibilités aux besoins des étudiants, peut-être en faisant preuve d'imagination, et certainement aussi que ces solutions seront reprises à l'avenir par bon nombre de villes de type niortais. Néanmoins, dès 21 h, Niort abandonne son rôle de pôle universitaire pour baisser le rideau. En l'an 2000, ils seront plus de 5000 à s'inscrire dans cette petite ville qui devra alors, bon gré mal gré, sortir de sa torpeur. Didier Auriac résume les autres événements couverts par toutes nos rédactions. Les 5 prévenus relaxés dans le procès des viticulteurs à Carcassonne. Les 5 hommes étaient accusés d'avoir participé aux violents incidents du 26 octobre dernier qui avaient fait 9 blessés parmi les CRS à Carcassonne. Cet après-midi, 1500 viticulteurs s'étaient rassemblés devant le palais de justice pour leur apporter leur soutien. Stabilisation du nombre d'étrangers en France, 3 700 000 personnes en 82, 3 600 000 en 90. C'est ce qui ressort du rapport présenté par le Haut Conseil à l'intégration. Augmentation en revanche des naturalisations, une tendance constante depuis le début du siècle avec plus de 3% de la population contre 2,6 en 82. Le Conseil général de l'Oise en grève, président en tête, les 1400 agents de cette administration avaient décidé d'observer un arrêt de travail aujourd'hui. Motif de ce mécontentement, un décret gouvernemental qui annulait l'augmentation de salaire accordée à ces fonctionnaires par le Conseil général de l'Oise. Une confirmation de la nouvelle donnée à 19 h, l'Afrique du Sud participera aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Elle avait été exclue depuis 30 ans. Et puis une triste nouvelle pour Marseille, c'est fini en Coupe d'Europe. L'OM a en effet perdu 2-1 face au Sparta de Prague il y a quelques minutes. Pour la 3e fois, leur rêve européen s'envole donc. Marseille a manifestement la poisse. Alain Dorgans. L'Olympique de Marseille en blanc se devait de faire oublier ses errements du dernier quart d'heure lors du match aller. Pour ce deuxième épisode face au Sparta de Prague, les Marseillais vont connaître un flottement coupable, habilement mis à profit par la formation tchèque. La première alerte intervient sous la forme d'un tir trop enlevé de Mister. Suite à cette remise en jeu à la touche de Hornac, Fridek s'y reprend à 2 reprises pour battre d'un tir tendu Pascal Olmeta. À 4 minutes de la mi-temps, le Sparta de Prague ouvre la marque. Le tir de Fridek est contré dans un premier temps par son coéquipier Tcherny, puis le même Fridek ajuste sa deuxième frappe, la puissance faisant le reste. Après le repos, les Marseillais incapables de prendre le jeu à leur compte ne peuvent enrayer les attaques lointaines placées par le Sparta de Prague. Au terme de cette chevauchée, l'avant-centre Kukleta arme son tir qui surprend le gardien de l'OM.
Une frappe fuyante et le ballon effleuré par Olmeta va se ficher sous la transversale des buts de Marseillais. Abedi Pelé permet à son équipe d'entretenir l'espoir par ce tir du gauche qui trompe Kuba. Mais finalement l'OM s'incline 2-1. Privé des réjouissances de la poule finale, le club de Bernard Tapie subit un échec sportif en même temps qu'un revers financier. Et notre invité est resté tout au long du journal, Jacques Higelin. Il ne nous a pas quitté malgré cette déprime. Malgré cette déprime. Déprime de quoi? De l'actualité, non ça vous... Ah ouais. Oui. C'est pas très gai, quoi. Alors, on vous a invité parce que c'est notre manière à nous de fêter l'année Rimbaud. Il y a comme ça des baladins comme vous qui disparaissent le temps d'écrire un poème, puis qui reviennent avec un nouvel album aujourd'hui. Oui. Un album de chansons. Oui. Oui. Je voudrais avec de la musique. Et des paroles. Et des mots. Alors justement, je voudrais qu'on regarde une image volée. C'est une image volée lors d'une soirée entre amis où Jacques Higelin chantait. 24/9/91, ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit. C'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait la tête aux pieds. C'est qui cette petite gonzesse? Je me plante toujours au piano, hein. C'est incroyable. Je peux pas finir avant. J'ai dit image volée. Ma petite gonzesse, bah, c'est ma petite fille, celle qui est là. Pas ma petite fille, je suis pas encore grand-père, mais ma fille, quoi. Qui est petite. Qui s'appelle Isia. Ça veut dire quoi? Bonjour d'ailleurs, mon amour. Parce qu'elle doit regarder et elle se plaque contre l'écran, elle voit pas encore le... Elle a quel âge? 1 an et 1 mois. Et alors vous avez écrit toutes ces chansons le jour de sa naissance? Ah non, 7 chansons-là, oui. La musique et le début. Ce qui est dit doit être fait, ce qui est fait est écrit, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, et après, j'ai mis 6 mois ou 7 mois à écrire le reste. Alors il y a tout, Higelin, dans cet album, 2 chansons. Il y a cette hymne à l'amour, à votre petite fille, et puis après, il y a une chanson qui s'appelle Illicite. Ouais. Hein, où l'interdit vous excite. Ouais. Hein, ça rime. C'est votre chanson, hein, Oui, il n'y a que l'interdit. Je ne bande plus que pour plus que... Ça, c'est en trop. Je ne sais pas si le CSA va appeler. Oh, allez. Quoi, mais tout passe. Les gens en disent 1000 fois plus dans la vie. C'est vous qui êtes un peu... Enfin, faites gaffe, parce que normal, sinon vous vous faites jeter. C'est ça? Non, mais c'est fini, ça. C'est fini. Ah, maintenant, on peut dire couille, merde, con, cul, si vous voulez. Super. Vous êtes libre. on l'est aussi. Alors, vous êtes resté toujours très singulier. J'ai dit tout à l'heure des primes au moment où tout le monde a un petit peu le blues. Vous nous offrez une série de chansons très gaies. On les a entendues. Elles sont... pas forcément gaies. Mais bon, ouais, joyeuse, sereine, voilà. Ouais, bien. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'est trop la merde. Je veux dire, c'est pas que je veux pas en parler du tout, mais je trouve que tout le monde en parle, quoi. Oui. Et quand ça arrive à des points de pression comme ça, c'est bien aussi d'ouvrir une fenêtre et dire au monde, prendre une bouffée d'air, quoi. Parce qu'on va pas sortir de tous les problèmes uniquement à coup de, comme je vois, à coup de CRS et à coup d'affrontement. Il faut un changement spirituel aussi. Il faut que les gens s'ouvrent un peu. Bon, on va vous entendre. Bien égoïste. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on se trouve dans des impasses, quoi. La pollution, le reste, les difficultés. Mais il n'y a pas que ça. Et puis les artistes, ils sont là aussi pour ouvrir les fenêtres, pour que les gens prennent une bouffée d'air, quoi. Sinon, on va tous crever. En plus, on crevera tristement. Et j'ai pas trop envie, moi. Pour ma petite fille, en plus, aussi, l'album va... Vous voulez, ça vous ennuie, là? Non, pas du tout, mais justement... mais voilà. Mais justement, je vous laisser conclure ce journal. C'était les mots de la fin de Jacques Higelin. J'ai terminé. Le 19 est terminé. Dans quelques dire au revoir à ma mère? Oui, dites à votre fille. Au revoir, Isia, maman. Et au revoir, téléspectateurs, demain 19h. Et le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 22h25. Soir 3 présenté par Marc Hautemont. Au revoir. Au revoir, Higelin. Au revoir. Au revoir. Au revoir.